Merci de nous suivre. Madame Félicienne Kissé est notre personne ressource dans le cadre de la rubrique Famille et Éducation. Et nous parlons des dispositions pratiques après le bac. Effectivement, après le bac, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux bacheliers. Il y a les universités, les grandes écoles et il y a également la voie du concours. Mais pourquoi est-ce qu'il faut choisir l'université et pas les grandes écoles? Pourquoi est-ce qu'il faut faire des concours? Il faudrait que les élèves soient bien informés. Déjà, pour choisir l'université, ce sont des personnes qui veulent faire de longues études. Il faut pouvoir savoir que l'université donne la culture générale, la connaissance générale. Et qu'après les diplômes, on n'intègre pas directement le monde du travail. Il faut faire toujours une formation complémentaire. Après l'université? Après l'université, après le diplôme. Avec les grandes écoles, généralement, c'est un cycle court 2 ans, 3 ans, BTS, DUT et autres. Et après cela, les élèves ont la possibilité d'intégrer directement le monde du travail avec leur parchemin, leur diplôme. Donc, il faudrait que les nouveaux bacheliers sachent tous ces éléments-là, connaissent pourquoi est-ce qu'ils doivent passer, par exemple, un concours, intégrer une grande école ou bien une université. Il y a certains, par exemple, qui n'ont pas eu le bac, qui ont passé plusieurs fois, qui voudraient bien intégrer et qui pourraient faire des études supérieures. Il y a des possibilités, mais il faudrait connaître également les conditions. Il faudrait avoir un certain nombre de points, avoir au moins la moyenne en classe dans les matières spécifiques et pouvoir s'inscrire au niveau des structures adéquates pour pouvoir bénéficier de cette possibilité-là. Mais il faut déjà dire qu'il faudrait s'informer également sur l'organisation des différents enseignements. Au niveau de l'université, nous savons qu'il y a le système LMD. Donc, il faudrait savoir à quoi ça correspond, tout ça. Donc, les bacheliers doivent pouvoir s'informer, connaître le contenu. Pour l'université également, les nouveaux bacheliers doivent savoir que c'est un travail autonome, un travail personnel. Ils doivent pouvoir vraiment travailler eux-mêmes. Pour ceux qui voudraient intégrer les grandes écoles, c'est un peu le style du lycée où il faut vraiment être encadré. Donc, un élève qui estime qu'il n'a pas cette capacité d'être autonome, qui a besoin d'être accompagné toujours comme au secondaire, il doit pouvoir choisir les grandes écoles. Donc, il y a beaucoup d'informations comme cela que les étudiants, les nouveaux étudiants, bien sûr, pourront bénéficier. Et il faudrait pouvoir s'informer. Il y a des documents, il y a des personnes pour pouvoir... Les parents même peuvent les aider. Par rapport au métier qu'ils ont choisi, ils peuvent rencontrer les professionnels pour poser des questions, pour mieux s'informer sur ce qu'ils voudraient faire plus tard, pour élaborer leur projet d'orientation. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais vous pouvez peut-être nous répondre. Oui. Je pense notamment aux personnes qui n'ont pas eu le bac. Oui. Alors, vous leur conseillez de reprendre le bac ou bien de continuer dans l'enseignement supérieur parce que c'est possible sans le bac? Oui, en fait, cela dépend des différents cas. Déjà, les possibilités qu'ils s'offrent, il serait mieux de reprendre parce qu'il faut savoir ce que c'est que le bac. Le bac, c'est un diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires, mais qui est également le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, si on n'a pas le bac, pour pouvoir faire des études de l'enseignement supérieur, c'est déjà un problème, surtout au niveau des universités, ce n'est pas possible. Maintenant, au niveau des grandes écoles, il y a des possibilités. Pour certains qui ont fait plusieurs fois le bac sans pouvoir l'avoir, il y a des possibilités pour pouvoir continuer. Excusez-moi, dites-moi, à l'époque, enfin, nous, on croyait, quand on était à l'école, que quand quelqu'un échoue 3 fois, on lui donne le bac, c'est vrai? Non, c'est pas possible. C'est pas vrai? Non, non, non. Ah, non, 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 pensez, non, 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 pas du tout. Donc, il y a des conditions à remplir pour ceux qui n'ont pas eu le bac. Ils doivent pouvoir s'inscrire auprès des structures qui sont en place, l'adresse, payer, constituer un dossier, avoir un certain nombre de points, voir leur moyenne générale de classe, tout ça. Donc, ce sont des conditions. Et puis, il y a également des possibilités de concours qui sont offerts aux bacheliers. Parce que ça dépend de chacun. Il y a des étudiants, des bacheliers qui ne peuvent pas être accompagnés, par exemple, par leurs parents qui ont des difficultés financières. Donc, ils peuvent présenter des concours et plus tard, continuer encore les études. Parce que ce sont des différents parcours qu'il faut voir. Très bien, madame. Votre mot de fin et des téléphones? C'est de demander aux nouveaux bacheliers de pouvoir s'informer, de ne pas rester à la maison, de s'informer, de chercher à comprendre ce qui se passe actuellement autour d'eux, voilà, et de consulter les documents, les personnes, les structures existantes pour pouvoir mieux s'informer. Et puis mieux s'informer en vous appelant aussi? Oui, au 58 31 94 58.
Madame, je vous remercie d'être venue. Merci. ONG.net, c'est bon, comme ton ONG, grandeécole.net. Oui. ONG, grandesécoles.net. Oui. Comme son nom l'indique, c'est une ONG. Oui, c'est une ONG. Avec l'éducation nationale. Oui, nous sommes en partenariat avec la DEN Abidjan 1. Nous sommes également en partenariat avec la RTI, que nous remercions, et avec différentes structures et partenaires. Voilà. Merci. Qui nous accompagnent pour aider les enfants à lutter contre l'échec scolaire et à mieux s'intégrer dans le monde du travail. Merci à vous. Merci. La rubrique est ouverte, celle qui concerne le fait que nous recevions des invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Alors, il s'agit du professeur Diomandé Moenou. Bonjour professeur. Bonjour madame. Vous êtes président de la Société ivoirienne de pathologie. Oui. Et vous nous parlez des premières journées scientifiques qui auront lieu bientôt. C'est ça. Oui, la Société ivoirienne de pathologie est une société savante qui regroupe les professionnels de la médecine qu'on appelle des anatomo-cytopathologistes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, anatomie et cytologie pathologique. C'est une discipline médicale qui va faire le diagnostic de maladies chez le sujet vivant et chez le sujet décédé en examinant au microscope des prélèvements effectués sur des tissus ou sur des organes. D'accord. C'est-à-dire, je prends un exemple, si vous souffrez de l'estomac, vous allez voir un gastro-entérologue qui va vous faire une endoscopie. Il va prélever une partie de votre estomac, ce qu'on appelle la biopsie. Et cette biopsie, il nous l'amène au laboratoire et nous l'examinons pour dire quel type de maladie vous avez. D'accord. Voilà un peu ce que nous faisons. Très bien. Vous avez dit sur des sujets décédés également, c'est dans le cadre de la recherche? Bon, chez le sujet décédé, c'est généralement au cours des autopsies. Nous faisons ce qu'on appelle les autopsies médicales qui se font lorsque un malade décède dans un service et qu'on ne sait pas de quoi il est décédé. Alors, on va nous demander une autopsie et après cette autopsie, nous pourrons dire la cause du décès. Petite digression, ce sont des cas récurrents en Côte d'Ivoire, on demande des autopsies? On a l'impression que c'est en Occident ou bien dans les films. On demande des autopsies? Ici, on demande des autopsies, mais il faut dire que, et même au niveau mondial, il y a une baisse de la demande d'autopsie parce que les gens, il y a beaucoup de problèmes, il y a des problèmes de croyances religieuses, il y a les traditions qui font que ça crée un frein aux autopsies, alors que les autopsies, c'est un élément important de progrès de la médecine. Non seulement ça permet, à partir d'un cas, de donner des informations aux médecins pour qu'ils puissent régler les cas éventuels similaires, et aussi pour faire de la recherche sur beaucoup de maladies. Mais la famille décédée ne voit pas trop l'intérêt personnel, en fait. Voilà. Et dans beaucoup de pays, il y a des associations qui se créent pour faire la promotion des autopsies, surtout aux États-Unis, parce qu'on sait que c'est un élément clé de l'évolution de la médecine. D'accord. Voilà. Ce sera peut-être l'occasion de venir régulièrement sur nos plateaux pour en parler, parce qu'il y a un frein, on a l'impression que le corps ne sera pas restitué entièrement, on a l'impression qu'il ne sera pas visible, en fait. C'est ça. Ce sont des a priori, peut-être? En fait, effectivement, l'un des objectifs de notre société qui vient d'être créée au mois de novembre dernier, c'est vraiment de faire la promotion de notre discipline parce qu'elle est totalement méconnue de la population et elle n'est pas bien appréhendée même par les tutelles. D'accord. Et donc, ces premières journées que nous organisons ont vraiment pour objectif de déterminer la place de l'anatomie et cytologie pathologique dans la prise en charge des maladies. D'accord. C'est le thème central de cette journée s'adresse donc aux professionnels, bien sûr? Non, la journée s'adresse aux professionnels de la discipline, aux collègues cliniciens et à la communauté nationale et internationale. Alors, ces journées auront lieu où donc? Ces journées auront lieu à l'espace CRAE UMOA au Plateau, du 30 au 31 juillet. Et nous attendons donc la participation de collègues venus de l'Afrique, de France, etc., qui vont nous entretenir un peu sur les différents thèmes. Je voudrais ici insister sur un des thèmes centraux, c'est la collaboration qui est nécessaire entre les pathologistes et les cliniciens pour la prise en charge
des patients. Pour une prise en charge optimale des patients, il faut qu'il y ait un dialogue entre les pathologistes et les cliniciens. Très bien. On vous joint comment, professeur Diomandé? Un téléphone pour le public? Oui, nous sommes à l'UFR Sciences Médicales d'Abidjan. Très bien. Notre laboratoire se situe là-bas et on peut nous joindre au 07 93 24 46. Merci, professeur Diomandé. C'était pour donc les premières journées scientifiques, les 30 et 31 juillet prochains, à l'espace RAE UMOA. Je vous remercie. Merci. Docteur Elias Ham, notre invité. Docteur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous parlons d'iridologie, d'un bilan gratuit. Toujours le bilan gratuit d'iridologie. Pour les gens qui viennent d'entendre c'est quoi l'iridologie, c'est le bilan de santé à travers l'iris. Nous, on prend un cliché de l'œil, on va analyser ce cliché-là. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Pourquoi l'iris? Parce qu'au niveau de l'iris, on a une terminaison nerveuse de chaque organe. Chaque organe, il va laisser des signes, il va nous donner des indications comment notre organisme il fonctionne. Le but du bilan d'iridologie, c'est de détecter les maladies qui sont cachées ou bien de prévenir une maladie qui est très grave, l'apparition d'une maladie qui est très grave. Et c'est ça le but principal de l'iridologie. D'accord, très bien. Alors, on a dépassé les 3 mois. Vous proposez des bilans gratuits à la population. Toujours, vu le grand nombre qui n'a pas pu profiter et vu le grand nombre d'appels qu'on a reçus et qui réclament de faire leur bilan gratuit, donc on est obligé de faire ça, on est obligé de répondre, vu qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de cas qui sont sévèrement malades, mais ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Et le bilan d'iridologie, il va les aider au moins à connaître leur maladie, à connaître comment ils vont se procéder pour avoir une guérison. Alors vous décentralisez, vous allez à l'intérieur du pays? Comme on a déjà promis, dans le plus proche possible, on va être dans les zones qui sont un peu loin d'Abidjan, d'Aoukro, à Bouaké, ce sont les 2 premières zones qu'on va être. D'accord, mais pour l'instant, les personnes se déplacent de toute la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de monde qui se déplace, beaucoup de monde qui se déplace de très loin et ils viennent pour se profiter de ce bilan-là. D'accord, très bien. Donc on rappelle que c'est gratuit jusqu'à quand? C'est gratuit jusqu'à la fin du mois pour le moment. Et je rappelle toujours que je m'adresse à 2 catégories de gens. Les gens qui souffrent de rien et qui veulent faire ce bilan-là par curiosité. Et les autres qui souffrent d'un petit symptôme et qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est ça qu'on s'adresse. Et vous êtes situé où? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, 2e porte. Et vous jouez comment, docteur? Et pour les contacts, c'est le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Merci, docteur. Merci pour vous. Alors, monsieur le directeur Kwasi Pretoumi. Oui, madame. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous êtes directeur général des productions et de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture. Oui, madame. Très bien. Et nous parlons des journées administration agricole délocalisées dans le Goutougo et dans l'Indéni, Diablin. Ce sont les journées de l'administration agricole délocalisée. Le ministre de l'Agriculture, M. Sangafoua Coulibaly, a, dans ses grandes innovations, fait sortir 3 grands piliers qui sont le PNIA, le Programme national d'investissement agricole, les journées de l'administration délocalisée et la reprise du Sahara. Donc, nous avons, pour les journées de l'administration agricole délocalisée, nous serons en notre 4e édition. Après le sud-ouest, San Pedro et la Nawa, nous sommes passés dans le Woroba avec le Kabadougou, et puis au nord, dans le district de Savane. Et cette année, ce sera dans le Gontougo et dans l'Indéni Diablin. Alors, de quoi il va s'agir? Il va s'agir de déplacer toute l'administration agricole auprès du monde agricole et du monde rural. Cela va se faire donc en 3 étapes. La première étape, c'est Bondoukou, chef-lieu de région du Gontougo, où il va avoir à partir du 29 et le 30 une grande exposition, le Sahara miniature, dans cette région là-bas. Et puis après, la 2e étape, ce sera Kounfao, surtout toujours dans le Gontougo, où le ministre va lancer le programme national de relance caféière. Nous avions le binôme café-cacao, nous avons fait une réforme, ça marche très bien, les paysans sont d'accord, mais il y a l'autre volet, le café, pour lequel, depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire est passée de 400 000 tonnes à moins de 100 000 tonnes. Donc il faut relancer cela. Donc il y a un programme qui va se faire en plusieurs phases. Dans la première phase,
va consister près de mettre en place 135 000 hectares de café pour générer près de 6 milliards de recettes supplémentaires. Donc après nous viendrons dans la région de Nende-Dieu-Dabin où il y a un grand programme financé par la BAD et la Côte d'Ivoire dont les réalisations sont en cours et le ministre fera le point avec les populations. Alors concrètement donc, le ministre va rencontrer donc, les coopératives comme cela se fait parce que c'est la journée internationale des coopératives. Donc le ministre va rencontrer les coopératives agricoles et donc les rencontrer. Elles vont exposer. Le ministre va lancer donc un autre programme à Bondoukou qu'on appelle le PESAC, le programme du secteur agricole financé conjointement par la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à hauteur de 115 milliards qui va concerner les régions du sud-ouest, du sud-est et du nord. Donc Bondoukou, la région de Dizanzan va en profiter. Et donc on descend à Kounfao, il rencontrera donc les populations, il va lancer le programme, il va remettre, comme partout ailleurs qu'il fait, des kits agricoles, les engrais, les pesticides, les matériels agricoles, et on reviendra à Bangourou pour faire le bilan du programme. Donc ces journées vont consacrer donc, le bilan du PNIA, le bilan du Sahara et la célébration des coopératives agricoles. Et ce sera quand et où? Ce sera donc à partir du 29 déjà, 29, 30 à Bondoukou, le 31 à Kounfao et le 1er à Bangourou. Très bien. Des téléphones? Le téléphone, vous allez contacter Madame chargée de la communication, Madame Ouattara, qui est au 09 79 27 14 et M. Kwasi Jonas au 77 37 71 21. Donc voilà les personnes reçues qui peuvent vous donner toutes les informations sur cette 4e édition des journées de l'administration agricole délocalisée dans l'Est du pays. Très bien. Je vous remercie d'être venu. Merci madame. Et vous y êtes invité aussi. Merci. Merci bien. Très bien. Alors, Monsieur Serge Dakouri, vous savez, est avec nous tous les lundis. Avec lui, nous parlons de l'actualité sportive de la semaine. Monsieur Dakouri, bonjour. Bonjour Marianne. Alors, nous savons qu'avec vous, nous allons avoir toujours des informations précises. Oui. Et, sur les performances, sur les domaines d'activité, sur les noms et tout. Mais la semaine écoulée a été marquée sûrement par 4 grands événements. D'abord la journée de l'Olympisme qui célébrait à Boaké samedi dernier. Ensuite du basketball avec le problème des primes impayées qui a fait que nos éléphants basketteurs ont boycotté la préparation de l'Afro-Basket 2015. Troisième élément en demi-finale de la Coupe nationale disputée ce week-end. Et 4e élément du football avec le championnat national domestique, la 24e journée. Et aussi le successeur d'Hervé Renard qui est connu depuis lundi dernier, le nouveau sélectionneur ivoirien qui est Michel Dussuyer, choisi parmi les 59 prétendants. Enfin, la FIFA a décidé que ce soit Michel Dussuyer et surtout le tirage au sort du Mondial 2018 effectué à Saint-Pétersbourg. Donc on commence par parler d'abord de la journée de l'Olympisme célébrée à Boaké. La ville de Boaké a été choisie par le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, dirigé par le président, le général Lansana Palanfo, pour abriter la journée de l'Olympisme. Cela s'est passé samedi dernier à Boaké. Et bien entendu, 48 anciennes gloires ont été honorées par le Comité national olympique. 48 anciennes gloires, toutes disciplines confondues sportives. Il y a eu des anciens dirigeants, le défunt Vieux Kambou, Kodjo Bilé et Adama Konaté, des anciens dirigeants du football du Boaké, sans oublier des anciennes gloires de football, même des pratiquants, comme Adama Konaté et Di Poitrine, Nafumo Bamba Ndjadjo, des gens qui ont marqué l'histoire du football à Boaké, ainsi que des anciens handballeurs, des anciens basketteurs et tout. La ville de Boaké était connue pour avoir abrité des grands athlètes de l'époque, et donc le Comité national olympique a vu juste en venant les honorer et les célébrer à Boaké. Ça a été une occasion aussi pour faire une démonstration de fitness. Ça aussi, il y a eu l'allocution du maire Djibo Nicolas et aussi une parade dans Boaké de la mairie jusqu'au stade municipal à travers des démonstrations de plusieurs disciplines, du volleyball, du handball, du taekwondo, du football et donc aussi des diplômes donnés à ces anciennes gloires de Boaké. En tout cas, Boaké était la ville de l'Olympisme samedi dernier grâce au Comité national olympique du général Lansana Palanfo. Ça a été l'occasion de donner des valeurs et de faire des enseignements sur le respect, les valeurs de l'Olympisme. Ça s'est passé à Boaké samedi dernier. Deuxième élément, basketball. On parle de basket, oui. Oui, l'Afro-Basket masculin se disputera fin juillet, début août en Tunisie. Rappelez-vous qu'en 2013, la Côte d'Ivoire avait abrité l'Afro-Basket masculin ici. La Côte d'Ivoire a obtenu la 4e place. Et là, c'est l'Afro-Basket de 2015 masculin où nous sommes conviés.
on doit le préparer et la préparation est plus ou moins boycottée par nos athlètes, les basketteurs qui sont là et qui ont boycotté depuis, se sont mis en grève depuis mercredi dernier en réclamant des primes impayées. Et donc, pour ces primes impayées qui datent de 2013, ils ont estimé qu'il fallait qu'on leur redonne leur dû, sinon pas de préparation. Quand on sait que la fédération vient d'engager un nouveau sélectionneur français, M. Hugh Okense, et que pour cette préparation, il y avait déjà des matchs amicaux qui avaient été entamés, les 2 matchs contre le Mali, une victoire et une défaite, histoire de se mettre dans le bain de l'afro-basket, car le Mali est un pays cadre du basket africain. Et donc après ces 2 matchs amicaux, la préparation continuait quand nos basketteurs ont estimé qu'il faut réclamer leur dû, les primes impayées de 2013. Et pour cela, une médiation avait été engagée auprès du chef du cabinet du ministre des Sports, M. Henri Kouassi. La solution n'a pas été trouvée et depuis jeudi. Ils sont rentrés tranquillement à la maison et ont arrêté le stage de préparation pour la formation. On espère que d'ici là, une solution va être trouvée pour que nos basketteurs reviennent à la raison et donc représentent dignement la Côte d'Ivoire au prochain Afro-Basket en Tunisie. Et cela pendant 2 semaines, à partir de fin juillet, début août. Troisième élément, c'est du handball, avec les demi-finales de la Coupe nationale qui se sont disputées samedi au Hall des Sports de Treichville. Un cadeau est tombé. L'Africa Sport opposé à l'AS Tanda, équipe de la N1B. Et dans ce duel entre l'Africa qui, quand même, assure la suprématie en dames ici, ils ont été battus de 2 points, 32 à 30. L'autre affiche qui devait tenir en haleine les amoureux du handball, c'était l'équipe de Bandama, un autre favori, qui facilement a disposé de PK18, 53 à 28. Dernier élément, c'est le football, comme d'habitude, avec le championnat de Côte d'Ivoire, qui est pratiquement à 3 journées de la fin. Et le suspense demeure entre l'AS Tanda, qui est leader, et l'ASEC Mimosa. En tout cas, il y avait 3 points d'avance entre ces deux. Tanda avait 3 points d'avance sur l'ASEC. Et dans ce week-end, l'ASEC a grignoté 2 points, car Tanda a été tenu en échec au stade à l'intimité de Bondoukou, 0 but partout, tandis que l'ASEC, ici à Abidjan, a disposé de la FAD 2 buts à 1. Donc il y a du suspense. Nous sommes maintenant à 3 journées. Un seul point sépare le premier, l'AS Tanda, de l'ASEC qui est deuxième, qui est donc derrière les petits souliers de Tanda, en cas de faux pas pour essayer de prendre le titre de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Africa va jouer pour cette 24e journée, opposée à la SOA. Le Sporting Club de Gagnois est 3e, à 3 points de l'ASEC. On parle de Michel Dussuyer. Oui, la Côte d'Ivoire, depuis lundi dernier, a un nouveau sélectionneur. Ils étaient 59 au départ. Et le collège chargé de dépouiller les dossiers est constitué de Yeo Martial, ancien grand sélectionneur ivoirien, Djedje Benjamin, ancien grand sélectionneur, Sori Diabaté, vice-président de la FIF, Cyril Domoro, ancien capitaine des éléphants, et M. Yao Roger, président de club, ont dépouillé. Et depuis lundi, le comité exécutif, avec un entretien par vidéoconférence, a choisi entre Antonetti et Michel Dussuyer. C'est un Français de 56 ans qui a joué à l'AS Cannes avec Hervé Renard, et qui a été l'entraîneur de l'équipe nationale de Guinée de 2002 à 2004, avec laquelle, bien entendu, il a atteint le quart de finale en Tunisie. Et aussi de 2010 à 2015, il a aussi coaché l'équipe nationale de Guinée. Et il a fait aussi un bref passage ici en Côte d'Ivoire en 2006 avec Henri Michel. Il connaît bien l'Afrique. Il a déjà 4 cannes dans son escarcelle. Et donc, il a été choisi sûrement pour sa dimension africaine pour succéder à Hervé Renard. Il aura donc la lourde charge de qualifier les éléphants pour la future CAN à Libreville en 2017 plutôt, et surtout en 2018 pour la Coupe du Monde en Russie. Voilà donc sa fiche de route. Qualifier les éléphants qui sont champions d'Afrique en titre pour la CAN 2017 et surtout le Mondial 2018. Le tirage au sort a été effectué et la Côte d'Ivoire est tombée sur une poule, soit le Libéria ou bien entendu la Namibie, que ce seront les pays que nous aurons à affronter pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde et Cannes 2017. Voilà. J'ai 2 questions à vous poser. J'espère que je pourrai les répondre. Mais vous y répondez toujours, Serge. Alors déjà, juste après le sacre donc, des éléphants, oui, les rumeurs étaient persistantes disant que Hervé Renard avait d'autres propositions mirobolantes, des montants impressionnants. Oui. Et on en a, enfin, en tant que non professionnel, on a l'impression qu'il avait dit que ce n'était pas du tout le cas et qu'il était encore là. Et donc pourquoi si peu de temps après on réalise que tout a changé comme ça? Ben écoutez, quand vous êtes un entraîneur et que vous êtes
gagnés par le succès, bien entendu, vous avez des propositions mirobolantes. Parce qu'effectivement, Hervé Renard, en ayant gagné la CAN avec les Chipolo-Polos de Zambie, a été recruté par la Côte d'Ivoire. En 7 mois d'exercice, il remporte la CAN encore une seconde fois avec la Côte d'Ivoire. Donc, bien entendu, il y a eu des propositions qatarites, d'Arabie Saoudite, et il y a eu d'autres propositions. On parle de 10 fois son salaire. Et donc, il est parti en vacances et il a estimé que souvent, les championnats au niveau des pays de l'Asie sont des championnats quelque peu exotiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de compétition. Et pour quelqu'un qui veut de l'argent, c'est bon sur le plan financier, mais sur le plan sportif, quand vous allez là-bas, souvent vous êtes parti pour les oubliettes. Et donc il a préféré prendre l'offre de Lille, qui est un championnat de France, où vous avez une bonne vision médiatique, où on vous voit, et donc avec une perspective de pouvoir se vendre sur le plan européen. Et c'est là, quand la proposition de Lille est arrivée, Hervé Renard, qui a senti que le challenge était excitant pour lui, de pouvoir être entraîneur dans un championnat bien médiatisé comme le championnat de France, et donc a saisi l'opportunité en estimant que... Mais ce n'était pas 10 fois son salaire. C'était un peu, légèrement peut-être un peu plus, avec la perspective de se faire voir. Parce que n'oublions pas que c'est un Français qui a passé quand même un certain nombre d'années en Afrique, et donc qui estimait que la pression de pouvoir conserver le titre pour un prochain challenge de 2017 n'était pas aussi évident. Et donc, il faut bien partir par la bonne porte, au lieu de partir avec tous les honneurs. Avec les honneurs. Et donc, il a saisi l'opportunité que lui offrait le club de Lille pour aller signer un contrat de 2 ans. Non sans avoir remercié les autorités ivoiriennes et surtout la FIFA pour leur dire merci. Mais il faut dire que le contrat n'étant pas arrivé à expiration, Lille a obligation de payer un certain nombre un montant financier à la FIFA pour la dernière année de contrat qu'Hervé Renard doit ici à son employeur. Et donc c'est ce que dire que vous pensez ne pas pouvoir répondre à ma question. Non, ben écoutez... Monsieur Serge Dacoury, je vous en prie. On fait un semblant, on fait avec, on essaie de... Je vous en prie, vous êtes d'une humilité remarquable. Mais on fait avec, et d'une connaissance impressionnante. Ben, c'est une passion, hein, vous savez. Quand on parle d'Hervé Renard, des éléphants et tout, bon, on fait tout pour avoir les informations les plus importantes, surtout les plus justes pour pouvoir donner ça aux téléspectateurs. Merci en tout cas. Bonne journée. Vous également. À bientôt. À bientôt. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous avons rendez-vous demain. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.